Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. L'affaire du jour nous emmène à Rowlett, une ville de banlieue tranquille au nord-est de Dallas, au Texas. Si tu cherches Rowlett sur une carte, tu la trouveras levée contre le lac Ray Hubbard, un lac artificiel qui fait la fierté des locaux. Les week-ends, ce plan d'eau devient le terrain de jeu des amateurs de ski nautique et des pêcheurs qui espèrent attraper le fameux bar rayé texan. Côté météo, on est au Texas, ça veut dire des étés caniculaires où le thermomètre flirte allègrement avec les 40 degrés et des orages spectaculaires qui peuvent transformer le ciel en spectacle son et lumière en quelques minutes. Les hivers y sont plutôt doux, et attention aux tornades qui peuvent débarquer sans prévenir au printemps. Rowlett, c'est un peu la définition de la banlieue américaine idéale, une communauté où les gens s'installent pour avoir plus d'espace, moins de stress et surtout des prix immobiliers plus abordables que dans la grande ville. On y trouve plein de lotissements pavillonnaires bien rangés, des rues bordées d'arbres, des maisons avec des porches accueillants et des jardins où les enfants jouent pendant que leurs parents font des barbecues. Bah oui, qui dit Texas dit barbecue. Un Texan qui fait pas de barbecue, c'est comme un Français qui n'aime pas le fromage. Il y en a, mais c'est rare. D'ailleurs, petit aparté culinaire, parce que tu le sais maintenant, je peux plus m'en empêcher, le Texas, c'est la patrie du brisket, cette poitrine de bœuf fumée pendant des heures jusqu'à ce qu'elle fonde en bouche. Et pour les plus courageux, faut tester les jalapenos farcis. Côté criminalité, Rowlett est l'une des villes les plus sûres du Texas. Le taux de criminalité y est bien en dessous de la moyenne nationale. C'est le genre d'endroit où les gens laissent encore leurs portes déverrouillées et où tout le monde connaît ses voisins. Mais tu le sais comme moi, même les endroits les plus paisibles peuvent devenir le décor des histoires les plus terribles. Et l'affaire dont je vais te parler aujourd'hui en est la preuve. Ce soir, il est question de jalousie, de manipulation et de complot. Alyssa Burkett naît le 31 décembre 1995, un bébé du Nouvel An. Alyssa grandit à Mesquite, pas très loin de Dallas, et depuis toute petite, elle a un charisme naturel, une aura positive. Elle est bienveillante, fiable, aimante, elle est de celles qui organisent tout, les sorties, les soirées, les week-ends. Elle a une capacité à rassembler les gens, à créer des moments magiques avec 3 fois rien. À 24 ans, Alyssa est une jeune femme pleine de vie et de rêves. Elle jongle entre sa vie de maman, son boulot et ses amis. Elle travaille comme office manager dans une société immobilière à Carrollton, au nord de Dallas. Et elle ne passe pas inaperçue. Ses collègues parlent d'elle comme d'une boule d'énergie positive, toujours prête à aider, avec ce grand sourire qui ne la quitte jamais. Elle adore son boulot, mais sa fierté, son plus grand bonheur, c'est sa petite Willow Ann. Sa fille, c'est son monde. Dans son bureau, pas moyen de passer à côté de l'information. Les photos de sa fille sont partout. Quand elle parle d'elle, ses yeux s'illuminent dans la seconde. Elle rêve de pouvoir offrir à Willow une vie stable et prospère. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle bosse dur, c'est sa motivation, et elle est prête à enchaîner les heures sup pour y parvenir sans jamais se plaindre. Côté perso, Alyssa traverse une période un peu compliquée. Elle est séparée du père de Willow et ils sont en pleine bataille pour la garde. Évidemment, chacun des deux parents veut passer le plus de temps possible avec la petite. Ils essaient de trouver une solution à l'amiable, mais ce n'est pas simple tous les jours. Le vendredi 2 octobre 2020, comme tous les matins, Alyssa se gare sur sa place habituelle devant le bureau de location des appartements Green Tree où elle travaille au 1100 MacArthur Drive. C'est une journée d'automne comme les autres qui commence. Le boulot, le déjeuner partagé avec ses collègues préférés, le retour à la maison, la sortie entre copines, Willow est chez son père et c'est le week-end. Au même moment, un homme se gare à côté d'Alyssa sur le parking. Il est donc environ 9 heures ce matin-là quand Alyssa se gare sur sa place habituelle, une journée de travail ordinaire qui commence. Alyssa ne sait pas qu'elle est suivie. Une Ford Expedition noire vient de se garer silencieusement à côté de sa voiture à elle. Le conducteur a tout calculé. Il sait exactement où Alyssa se gare chaque matin. Il connaît ses habitudes. Le moteur de la Ford s'arrête et c'est là que l'enfer se déchaîne. L'homme sort de son véhicule, il tient une arme dans sa main. Sans un mot, sans hésitation, il pointe son arme vers la vitre côté conducteur, droit sur Alyssa, et il tire. Le bruit de la détonation résonne dans tout le parking. Sans avertissement, sans même lui laisser le temps de comprendre ce qui arrive, la balle traverse la vitre côté conducteur et frappe Alyssa en plein visage. L'impact est dévastateur. Son œil gauche est détruit, une partie de son visage est presque arrachée, le sang gicle sur le tableau de bord, sur le siège en tissu clair, mais par un miracle inexplicable, Alyssa est toujours consciente. Malgré la violence de l'attaque et la douleur qui doit être insupportable, elle trouve la force de sortir de sa voiture. Elle court, le visage en sang, vers son bureau, là où elle sait que ses collègues pourront l'aider. L'agresseur, qui pensait en avoir fini, découvre qu'Alyssa est toujours en vie. Il sort un couteau de chasse et il se lance à sa poursuite.
Alissa atteint la façade vitrée, elle frappe contre les fenêtres, elle appelle à l'aide, l'homme la rattrape et il commence à la poignarder. Le couteau s'abat encore et encore, dans le dos, dans le torse, dans les bras d'Alissa, qu'elle lève pour se protéger. À l'intérieur, ses collègues, terrorisés parce qu'ils pensent être une fusillade de masse, ils restent barricadés. Depuis l'intérieur du bureau, ils entendent les cris d'Alissa, ils voient son visage défiguré, mais ils sont bien trop terrifiés pour agir. Ils appellent le 911 pendant que Alissa est en train de se faire poignarder. Alors d'après la police 13 fois, mais d'après les médias jusqu'à 40 fois. Alissa se débat comme elle peut, mais elle n'est pas armée et elle est déjà grièvement blessée. Elle perd beaucoup de sang et au bout d'un moment, elle finit par s'effondrer. Elle ne bouge plus. L'agresseur remonte finalement dans sa Ford noire et il prend la fuite. Alicia est étendue sur les marches de son bureau dans une mare de sang qui ne cesse de s'élargir. Elle respire encore, faiblement, quand ses collègues sortent enfin de leur paralysie et courent vers elle. Ils tentent désespérément d'arrêter l'hémorragie, de la maintenir en vie, jusqu'à l'arrivée des secours. Les premiers intervenants arrivent rapidement sur place, mais c'est déjà trop tard. Alicia Burkett, 24 ans, meurt sur place, sur les marches du bureau où elle travaille, entourée de ses collègues impuissants. La police interroge les témoins directs de l'attaque. Qui a fait ça? Les collègues et les passants décrivent l'agresseur comme un homme noir d'environ 1,80 m, vêtu entièrement de noir et portant un masque. S'agit-il d'un crime au hasard? Impossible. La violence, l'acharnement, tout suggère un acte personnel. C'est une mise à mort préméditée, une exécution. Le tueur a veillé à ce qu'Alissa soit bel et bien morte. Il est littéralement revenu l'achever. Et c'est Thérèse Collard, la mère d'Alissa, qui va donner la clé aux enquêteurs. Quand elle arrive sur cette scène d'horreur, elle n'a aucun doute. Elle donne immédiatement un nom, Andrew Beard. On connaît Alissa et sa fille Willow, mais qui est cet Andrew Beard? Alissa et Andrew se rencontrent sur une application de rencontre. Après avoir matché, ils échangent rapidement, ils prévoient de se voir. Ils passent une nuit ensemble, une aventure sans lendemain. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils pensent tous les deux à ce moment-là. Alissa a 22 ans à cette époque, et comme toutes les jeunes filles de son âge, elle aime profiter de certains plaisirs de la vie. Andrew, lui, a 31 ans, il a déjà une vie bien établie, un bon travail dans une entreprise d'outillage et une belle maison, mais le destin a un drôle de sens de l'humour. Quelques semaines après leur rencontre et leur nuit de câlins passionnés, Alissa découvre qu'elle est enceinte. Quand elle s'en rend compte, elle tombe dans les bras de son amie et colocataire Shelby Wright. Alissa est en larmes, elle tente de parler, mais Shelby ne comprend rien. Elle lui tend son test de grossesse positif. C'est toute sa vie qui vient de prendre un sacré tournant. Elle appelle Andrew pour lui annoncer qu'elle attend son bébé, et premier gros red flag, avant même que le bébé ne soit né, avant même qu'on lui ait choisi un prénom, Andrew demande la garde à temps plein. Un besoin de contrôle qui se manifeste déjà comme un présage de ce qui va suivre. Au fil des mois, l'angoisse d'Alissa s'apaise et se transforme en impatience. Elle apprend qu'elle attend une petite fille, elle met tout en place pour l'accueillir. Elle est prête à devenir maman. Le 23 juillet 2019, la petite Willow vient au monde et c'est une révélation pour Alissa. La maternité lui va comme un gant. Elle devient, avec le plus grand des plaisirs, la maman de Willow. Et en grandissant, Willow ne quitte pas sa maman d'une semelle. Les deux deviennent hyper fusionnels. Alissa reprend ses études, elle décroche un bon boulot d'assistante en gestion immobilière, elle se bat, elle veut réussir, elle veut offrir une belle vie à sa fille. Mais l'ombre d'Andrew plane toujours. Alissa et lui se mettent d'accord sur l'organisation d'une garde partagée, il a Willow quelques jours par semaine, mais ça ne lui suffit pas, il en veut plus. Il veut traîner Alissa devant le tribunal pour obtenir la garde exclusive de Willow. On aurait pu s'en douter, il l'avait déjà mentionné, alors que la petite était encore dans le ventre de sa mère. Alissa est terrifiée, elle sait qu'Andrew a plus d'argent qu'elle, il a une plus belle maison, une grande maison, tous ces avantages matériels qui peuvent faire peser la balance de son côté à lui. Un juge pourrait penser qu'il est dans l'intérêt de Willow d'être avec son père, qu'Andrew pourrait lui offrir un environnement plus stable. Alissa est terrifiée à l'idée de devoir se séparer de sa fille. Elle compte se battre et elle le fait savoir à Andrew. Au printemps 2020, la situation semble s'apaiser. Alissa et Andrew trouvent un accord amiable sur les visites et la pension alimentaire. Les deux refont leur vie. Alissa rencontre son petit ami Ben et Andrew rencontre Holly Elkins. C'est le début d'une nouvelle vie pour tout le monde. Holly envoie même un message à Alissa un jour: « J'ai hâte d'avoir une relation saine avec toi ».
Alyssa répond qu'elle espère que cette influence positive va les aider à construire une relation saine pour Willow. On aimerait que ça dure, on aimerait, pour Alyssa, que tout ça soit vrai. Mais ce n'est qu'une accalmie avant la tempête. Très vite, Andrew recommence à exiger la garde principale. De son côté, Alyssa commence à avoir la sensation d'être surveillée, d'être suivie. Elle confie à sa mère et à sa sœur qu'Andrew semble toujours savoir où elle se trouve. Elle se sent harcelée par ses messages, par ses demandes incessantes, il l'étouffe. Quelques semaines avant sa mort, Alyssa poste une vidéo poignante sur les réseaux sociaux. Elle y parle de cette affreuse bataille pour la garde de Willow, de l'impact sur sa santé mentale et physique, mais elle termine sur une note d'espoir. Peu importe ce que vous traversez, tenez bon, vous pouvez y arriver, restez forte. Dans les premières heures qui suivent le meurtre d'Alyssa, les enquêteurs se retrouvent face à des témoignages contradictoires. Le meurtrier est décrit comme un homme noir. Pourtant, la mère d'Alyssa, Teresa, n'hésite pas une seconde. Pour elle, c'est Andrew qui est derrière cette attaque, et Andrew, il est blanc. Cette conviction oriente rapidement l'enquête, et en fouillant de ce côté, les enquêteurs découvrent des éléments troublants. Dans les semaines qui précèdent le meurtre, Alyssa confie à plusieurs personnes, dont sa mère, une collègue et son amie Shirley et son petit ami Ben, qu'elle a peur, qu'elle craint pour sa vie. Elle a peur qu'Andrew la tue. Elle se sait suivie, traquée. Elle sait qu'il ne compte pas lâcher la bataille pour la garde de Willow. D'ailleurs, en fouillant la voiture d'Alyssa et celle de Ben, les enquêteurs retrouvent des traceurs GPS qui sont cachés. Alyssa avait raison, quelqu'un la suivait bien, elle et son petit ami Ben. Est-ce qu'Andrew serait capable de faire une chose pareille? Et pire encore, est-ce qu'il est impliqué dans le meurtre d'Alyssa? Quelques heures à peine après le meurtre, les policiers repèrent le pick-up d'Andrew et ils décident de l'intercepter en prétextant une infraction au code de la route. À l'intérieur du véhicule, Andrew, sa fiancée Holly et la petite Willow sont tranquillement installés. D'ailleurs, les policiers sont frappés par le calme quasi surréaliste dont fait preuve Andrew. Pas une goutte de sueur, pas un tremblement dans la voix, il se comporte comme si de rien n'était, alors que la mère de sa fille vient d'être sauvagement assassinée. La police autorise Andrew et Holly à repartir avec Willow, par contre, ils ont interdiction de retourner chez eux, ils se débrouillent, mais leur maison est maintenant inaccessible pour le bien de l'enquête. Et c'est là que commence une série de perquisitions. Dans le pick-up d'Andrew, les enquêteurs saisissent un sac à couches qui contient plusieurs sacs poubelles. Dans ces sacs poubelles sont retrouvées des bottes découpées et imbibées de javel, des bouteilles de fond de teint pour peau noire, des lingettes démaquillantes couvertes de fond de teint d'une teinte très foncée, et un cylindre métallique brûlé qui ressemble aux manches d'un pinceau de maquillage. Dans une ruelle, à moins d'1 kilomètre de chez Andrew et Holly, la Ford Expedition noire, utilisée pour commettre le meurtre, est retrouvée. Les enquêteurs découvrent qu'elle a été achetée une semaine avant le drame, sur Craigslist, par Andrew. Des caméras de surveillance du quartier le filment qui s'enfuit en courant du véhicule après l'avoir garé dans la ruelle le matin du meurtre. Le mec est cuit. Et c'est pas tout. Dans la Ford, les enquêteurs retrouvent d'autres preuves. Des cheveux noirs avec du sang séché, et l'analyse ADN révélera que ces cheveux appartiennent à Alyssa. On trouve aussi une fausse barbe portant l'ADN d'Andrew et des traces de maquillage brun foncé. Se donner tout ce mal pour camoufler un meurtre et être aussi négligent par la suite, c'est presque comique. Dans la maison où vivent Andrew et Holly, les enquêteurs découvrent des batteries et des stations de recharge pour traceurs GPS, des dispositifs qui correspondent exactement à ceux retrouvés sous les voitures d'Alyssa et de Ben. Les policiers saisissent aussi 3 téléphones, dont un prépayé. L'un d'eux contient une recherche internet particulièrement incriminante. Quelle est la meilleure façon d'éliminer les résidus de poudre à canon des mains? Mais la découverte la plus glaçante, c'est une enveloppe sur laquelle sont griffonnées des notes. Un script complet pour un faux appel au 911. Quand je te disais qu'Alyssa se sent harcelée, en voilà un exemple. Et écoute bien parce que cet épisode de l'appel au 911, c'est digne d'un film. En septembre 2020, un mois avant son meurtre, un homme qui dit s'appeler Frank Marrow appelle le standard du 911. Il veut faire un signalement. Il dénonce une personne qu'il connaît. Cette personne, c'est Alyssa. Frank souhaite signaler qu'Alyssa vend de la drogue depuis le coffre de sa voiture. Il l'a vu faire sur le parking de son travail. Il va même donner la plaque d'immatriculation d'Alyssa. En suivant cette information, les policiers de Carrollton se rendent au bureau de location des appartements Green Tree et ils confrontent Alyssa. Elle est abasourdie par ce qu'elle entend, elle leur donne les clés de sa voiture et ensemble, ils ouvrent le coffre. À la grande stupéfaction d'Alyssa, les policiers découvrent de la drogue, une arme et de l'argent en liquide exactement là où l'a indiqué Frank dans son signalement. Alyssa en a des sueurs froides. Elle a peur d'être arrêtée, elle a peur de perdre son emploi et pire que tout, elle a peur de perdre la garde de sa fille Willow.
Heureusement, après l'avoir interrogée, il est clair pour la police qu'elle ne sait rien de la drogue ni de l'arme. Il conclut que ces objets ont été placés là, ce fameux Frank a essayé de la piéger. Alissa sait qu'Andrew se cache derrière ce signalement, mais impossible de le prouver. Plus tard dans la journée, Alissa envoie un message à sa colocataire Shelby. Elle lui raconte ce qu'elle vient de vivre et elle conclut en disant « Il va essayer de me faire tuer ». Et donc le script de cet appel, le détail du faux signalement, est retrouvé chez Andrew. Toutes les preuves retrouvées, et il y en a beaucoup, montrent une organisation terrible où rien n'est laissé au hasard. Du déguisement élaboré au traceur GPS en passant par le véhicule acheté spécialement pour le crime, tout est minutieusement planifié. Le meurtre d'Alissa n'est pas un acte impulsif, mais l'aboutissement d'un plan machiavélique visant à éliminer la mère de sa fille pour obtenir la garde exclusive. Le 5 octobre 2020, 3 jours après le meurtre d'Alissa, Andrew, le papa modèle, se pointe tranquillement au commissariat de Carrollton. Je dis tranquillement parce qu'il a l'air de penser que son déguisement d'homme noir était tellement au point que personne ne le soupçonne. Quand tu laisses traîner du fond de teint pour peau noire dans ta voiture, alors que toi et ta fiancée vous êtes blancs comme neige, bon, t'es juste un peu grillé. Andrew est arrêté pour meurtre, et là, grosse surprise, et mauvaise en plus, il passe 2 semaines derrière les barreaux avant d'être libéré sous caution. La police décide de jouer une carte qu'ils ont gardée cachée jusqu'à maintenant, au cas où. Ce que je t'ai pas encore dit, c'est que pendant la perquisition de la maison d'Andrew, les enquêteurs trouvent un silencieux non enregistré. Et ça, c'est pas très malin, mais surtout, et heureusement, ça permet d'impliquer le FBI. Chais. Le 29 octobre, retour à la casse-prison. Cette fois, les charges sont encore plus lourdes, cyberharcèlement avec une arme dangereuse ayant entraîné la mort. Mais l'histoire ne serait pas complète si on ne parlait pas de Holly, la nouvelle petite amie d'Andrew, celle qui envoie des messages tout mielleux à Alissa parce qu'elle ne veut qu'une chose, une relation saine avec la mère de la fille de son mec. Après l'arrestation d'Andrew, elle décide de jouer la carte de la fiancée éplorée, elle demande d'elle-même à parler à la police. Et accroche-toi, parce que sa performance pendant son interrogatoire, elle vaut un Oscar. Holly débarque donc au commissariat, les yeux remplis de larmes, pour défendre l'homme le plus merveilleux de la planète, pour reprendre ses mots exacts. Elle sort le grand jeu, je ne peux pas croire que mon fiancé puisse faire une chose pareille à une femme, elle jure qu'elle veut l'aider, mais elle ne sait rien. Et le plus pathétique, c'est quand elle tente de fournir un alibi à Andrew. Elle affirme qu'il est à la maison, avec elle, au moment du meurtre, et là, elle sort la phrase qui va la faire entrer dans le panthéon des pires menteuses. Je suis une petite amie totalement collante, niveau 5. Je suis toujours sur ses côtes. Alors tellement collante qu'elle passe à côté du moment où il maquille son visage en noir et il part assassiner son ex. Et au passage, utiliser le blackface pour assassiner quelqu'un, enfin, rien que ça devrait lui valoir une charge en plus. Après cet interrogatoire, Holly continue sa petite mise en scène. Elle s'installe dans un Airbnb avec la mère d'Andrew, Lisette Bowers. Les deux femmes deviennent super proches, unies dans leur conviction qu'Andrew est innocent. Enfin ça, c'est ce que Lisette, elle croit. Parce que là, plot twist, 2 semaines plus tard, quand Andrew est libéré sous caution, Holly fait ses valises. La veille du retour d'Andrew, elle commande un Uber et elle disparaît dans la nature. Envolée, la fiancée dévouée. En fait, Holly n'a qu'une crainte, c'est qu'Andrew rejette la faute sur elle pour essayer d'obtenir un arrangement avec la police. Et elle s'est pas trompée. Andrew va finir par avouer et il balance tout sur Holly. Selon lui, c'est elle le cerveau de l'opération. C'était son plan, c'est elle qui m'a dit de mettre le fond de teint. Et d'un coup, l'histoire devient encore plus tordue. Holly disparaît, direction le Michigan, son état de naissance. Elle débarque là-bas et elle se trouve très rapidement un nouvel appartement, une Lexus flambant neuve, et parce qu'apparemment on ne peut pas être une manipulatrice psychopathe sans un homme sous le coude, un nouveau mec. Sa meilleure amie d'enfance, Stéphanie Godard, dresse un portrait assez intéressant de notre chère Holly. Selon elle, depuis l'adolescence, Holly a toujours été le chat dans ses relations. Tu sais, celle qui joue avec la souris. Quand elle retrouve son amie Stéphanie, Holly ne mentionne pas l'affaire, elle fait comme si de rien n'était. Elle ne parle pas d'Andrew, elle ne parle pas du meurtre d'Alissa, et elle parle encore moins de sa potentielle implication. Et pendant que Holly joue les ingénus au Michigan, Andrew balance tout au FBI. Il raconte que c'est elle qui dirigeait le spectacle, pour reprendre ses mots. Apparemment, Holly détestait Alissa de tout son cœur, c'est tant est qu'elle en avait un. Dans son téléphone, elle lui a donné un surnom qui n'était apparemment pas très flatteur. Et le plus flippant, c'est qu'apparemment Holly est obsédée par Willow, la fille d'Alissa et d'Andrew. Elle voit Andrew, elle et Willow comme la famille parfaite, et dans ce contexte, Alissa est un obstacle à son petit fantasme. Andrew avoue que c'est elle qui a eu l'idée géniale du signalement d'Alissa, baronne de la drogue, et elle ne s'arrête pas là. Un jour, elle essaie même de faire arrêter Teresa, la mère d'Alissa, et la scène est digne d'un mauvais soap opéra, je te raconte.
Teresa récupère sa petite fille, Willow, qui est sur les genoux de Holly dans une voiturette de golf. Et là, notre drama queen nationale appelle la police en prétendant avoir été agressée par Teresa. Elle va même jusqu'à se faire des égratignures pour témoigner de la violence de Teresa envers elle. Et le problème, c'est que les marques, elles sont descendantes vers le bas, comme si Holly se les était faites toutes seules. Malgré toutes ces tentatives douteuses pour obtenir la garde exclusive de Willow, Andrew et Holly ne parviennent pas à décrédibiliser Alyssa et son côté de la famille. Et comme leurs multiples tentatives ne marchent pas, ils décident de passer à la vitesse supérieure. Ils échafaudent un plan pour se débarrasser d'Alyssa, parce que visiblement le meurtre est une option totalement raisonnable pour avoir la famille parfaite. Une semaine avant le drame, pendant qu'elle bronze tranquillement sous le soleil du Mexique, parce que pourquoi pas planifier un meurtre depuis son transat sous les cocotiers, Holly envoie un petit texto à Andrew. « J'espère que tu vas gérer ça », et il lui répond « C'est mon objectif ». Et là, ça devient encore plus glauque. Pour motiver son homme, elle lui écrit « Je veux un homme qui protège sa femme et son enfant contre le monde et qui ferait tout ». Traduction, si tu veux être digne de mon amour, tu sais ce que tu dois faire. Pour Andrew, rien de plus normal que de parler du meurtre de son ex avec sa fiancée. Quand il est interrogé, il essaie de s'excuser auprès du FBI en disant qu'il était épuisé émotionnellement. Skin. Et elle insistait tellement qu'il a fini par juste dire ok, il s'est exécuté comme un bon petit toutou. Il dit qu'il est complètement soumis, complètement sous l'emprise de Holly, la grande manipulatrice. Le détective en charge de l'affaire résume parfaitement la situation. Si Holly et Andrew ne s'étaient jamais rencontrés, Alyssa Burkett serait en vie aujourd'hui. Et c'est aussi simple que ça. Une femme toxique rencontre un homme faible, et au bout du compte, une jeune mère de 24 ans perd la vie de la façon la plus horrible qui soit. Et voici en détail le plan machiavélique pensé par nos deux cerveaux, ou plutôt par Minus et Cortex, un cerveau et un Ahmar exécutant. Tout commence au mois d'avril 2020, quand Holly et Andrew se rencontrent. Et ça va tellement vite que fin avril, Holly passe déjà son premier week-end avec Andrew et la petite Willow. En mai, ils s'achètent des bagues de fiançailles, en un mois à peine. C'est très beau l'amour. Au mois de juin, Holly commence à péter un câble. Elle trouve qu'Andrew est trop soumis à Alyssa. Elle est jalouse comme un pou et, visiblement, le contexte de coparentalité, elle connaît pas. Elle lance alors le projet « Comment ruiner la vie d'Alyssa en 90 jours » auquel Andrew adhère sans broncher. Juin 2020. Holly et Andrew placent un traceur GPS sur les voitures d'Alyssa et de son nouveau copain Ben. Oui, parce que stalker quelqu'un ensemble, c'est tellement romantique, tu comprends. Juillet 2020. Holly appelle le 911 sous le nom d'Amber pour dire qu'Alyssa conduit comme une dingue sur l'autoroute. Évidemment, c'est faux. Août 2020. Holly accuse la mère d'Alyssa de l'avoir agressée. On se souvient l'histoire sur le caddie de golf. Toujours au mois d'août, le couple engage un détective privé pour trouver des dossiers sur Alyssa et son nouveau mec, mais rien ne ressort. Comme quoi, parfois, les gens sont juste normaux. Début septembre, c'est le jour de l'opération Faisons passer Alyssa pour une narco. Et c'est là que le vilain couple diabolique passe à la vitesse supérieure. La préparation du meurtre est aussi méticuleuse qu'un épisode de Breaking Bad. Le 10 septembre, Holly accompagne Andrew dans un magasin de sport. Ils achètent un imperméable noir, en espèces bien sûr. Le 14 septembre, Holly achète le fond de teint pour peau noire ou comment user de racisme pour commettre un meurtre. Le 19 septembre, petite virée shopping dans une grande surface. Au programme, des cartouches de fusil et un couteau de chasse. C'est où les munitions s'il vous plaît monsieur? C'est derrière le rayon fromage. Une liste de courses des plus banales. Une semaine avant le meurtre, Holly part au Mexique. Elle envoie ses messages de motivation à Andrew et elle lui demande d'être son compagnon jusqu'à la mort. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'Andrew commence à chercher sur Google comment retirer la poudre à canon des mains. Et puis arrive le 2 octobre 2020, le jour où tout va se concrétiser. Andrew, déguisé en homme noir avec son imperméable noir, tire sur Alyssa dans le parking et pendant ce temps, où est Holly? Tranquillement à la maison avec Willow, en train de construire un alibi à Andrew. On se rappelle qu'elle dira qu'Andrew était avec elle au moment du drame. Après le meurtre, nos deux amoureux se retrouvent tranquillement, ils parlent même du meurtre, peut-être autour d'un verre de champagne pour fêter ça, qui sait. Andrew décrit à Holly tout ce qu'il s'est passé en détail, alors qu'ils sont au lit. Même les enquêteurs sont choqués. L'un d'entre eux dit que c'est l'une des choses les plus dégradantes qu'il ait jamais entendues. La suite, on la connaît, ils sont attrapés tous les deux tellement ils ont laissé de traces de leur plan bien rodé. Le plus glaçant, je trouve, c'est la progression dans leur acharnement à détruire la vie d'Alyssa. On passe de traceurs GPS à des fausses accusations, puis aux tentatives de faire arrêter Alyssa pour trafic de drogue, et on finit avec le meurtre.
comme si chaque échec les poussait à aller encore plus loin dans l'horreur. Et tout ça pourquoi? Parce qu'une femme jalouse veut jouer à la petite famille parfaite avec un homme qui n'a pas eu les couilles de lui dire non et qui, très clairement, est prêt à tuer pour garder sa fiancée. Et tout ça pour rien parce que dès qu'il se retrouve devant le FBI, il se pisse dessus et il remet tout sur le dos de Holly. Holly, qui pense s'en tirer en retournant dans le Michigan, continue de jouer les innocentes, mais le FBI monte un dossier béton contre elle. En juillet 2023, presque 3 ans après le drame, Holly, tel un fruit bien mûr, se fait cueillir par le FBI à l'aéroport de Miami. Elle revenait tranquillement de vacances en République dominicaine. Holly continue de jouer les innocentes, elle plaide non coupable aux accusations de complot et de harcèlement avec une arme dangereuse ayant entraîné la mort. Mais tout ça, c'était sans compter sur la mine d'or d'informations qu'est son téléphone portable. On y trouve des recherches de dispositifs de localisation, des preuves qu'elle est présente lors de l'achat des munitions et du couteau, elle est partout dans le dossier. Andrew dira aussi au FBI que le déguisement de mec noir, c'était son idée à elle. Et là, on fait une toute petite parenthèse sur Andrew quand même. Pendant son interrogatoire, il fait son petit agneau tout gentil, mais faut pas oublier que c'est lui qui commet le meurtre et qui poursuit Alyssa avec un couteau de chasse pour l'achever. Et quand le FBI lui demande pourquoi il est revenu l'achever, il répond qu'il l'a fait par pitié. Oh merci, fallait pas, c'est trop gentil. Heureusement, la justice va confondre nos deux amants maudits et chacun va avoir droit à son procès. En mai 2023, c'est le procès d'Andrew qui se tient. Il comprend qu'il est cuit et il plaide coupable de cyberharcèlement et d'utilisation d'une arme dangereuse ayant entraîné la mort. La sentence tombe. Andrew Beard, 36 ans, écope de 43 ans de prison. À ce stade, Holly doit se dire qu'elle a réussi à passer entre les mailles du filet. En avril 2024 commence le deuxième acte, le procès de Holly. Et là, la procureure, Leah Simonton, ne fait pas dans la dentelle. Elle déroule devant le jury tout le scénario du mal qui se termine par, et je cite, une mort particulièrement douloureuse et sanglante. Les procureurs refusent de faire témoigner Andrew, selon eux, ils refusent de mettre un menteur psychopathe meurtrier à la barre. Holly continue de jouer les victimes, mais les procureurs ne sont pas dupes. Pour eux, c'est l'histoire d'une femme prête à tout, absolument tout, pour avoir ce qu'elle veut. Elle a transformé un homme en arme, tout ça pour jouer à la petite famille parfaite, sauf que dans cette histoire, il n'y a pas de fin heureuse. Juste une petite fille qui perd sa maman à cause de l'obsession malsaine d'un binôme tout droit sorti de l'enfer. Le jury n'a besoin que de 90 minutes pour délibérer. 90 minutes, c'est un épisode de Grey's Anatomy. Verdict, coupable sur toute la ligne. Holly écope de 2 peines de prison à vie, c'est même plus qu'Andrew qui, je le rappelle, est celui qui physiquement commet le meurtre. Comme quoi, être le cerveau d'un crime peut coûter plus cher que d'être le bras armé. Pendant le procès d'Holly, le procureur va sortir la phrase qui résume tout. Andrew Beard est un monstre, mais il était le monstre de Holly Elkins. Voilà, une histoire où la jalousie maladive et la manipulation toxique ont transformé une simple bataille pour la garde d'une enfant en tragédie sanglante. 2 familles doivent maintenant vivre avec les conséquences de leurs actes. Lisette Bowers, la mère d'Andrew, devra porter à jamais le fardeau d'être la mère d'un tueur. De l'autre côté, la famille d'Alyssa tente de donner un sens à un monde sans elle, mais la plus touchante des victimes reste la petite Willow qui perd ses 2 parents et tout ce qu'elle connaissait jusqu'à maintenant. Un jour, elle apprendra toute la vérité sur ce qui est arrivé à sa maman, sa famille espère qu'elle verra au-delà de la tragédie, qu'elle comprendra l'amour immense que sa mère avait pour elle. La petite vit aujourd'hui avec Teresa, la mère d'Alyssa, qui l'a adoptée. Les histoires où la jalousie et l'obsession mènent au meurtre, malheureusement, j'en ai déjà raconté pas mal sur ma chaîne. Celle-ci me rappelle un peu celle de Valérie Martinez, tuée en 2022 par son ex-mari Philippe Martinez dans le Colorado. Lui aussi s'était déguisé portant une perruque et des vêtements de femme pour ne pas être reconnu quand il a abattu son ex-femme devant leur maison. Il avait même pris des chaussures à talons pour modifier sa démarche. Pourquoi ? Parce que Valérie venait de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. On peut également citer l'affaire de la tueuse à la burqa. Ça se passe à Londres le 9 août 2007. Mahmouda Khatoun, une femme de 21 ans, mariée de force à Mohamed Amin Mia, va concocter un plan très élaboré pour tuer son mari 33 jours seulement après la célébration de leur union. Fun fact, elle sort de prison cette année en 2025. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette affaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Bye.